Bonjour à tous, bienvenue en 2022 pour la brasse ski. Aujourd'hui, on revient sur le phénomène Marco Odermatt en fin d'épisode. On va aussi parler des problèmes éventuels que connaîtrait l'équipe de Suisse, notamment au niveau des slalomeurs. On va aussi parler des week-ends assez incroyables en temps de Covid qu'on a vécu du côté du canton de Berne ces derniers jours. Pour ce faire, j'ai invité Rebecca Garcia et Sylvain Bolt à m'accompagner avec aussi pour la fin un petit quiz et on va aussi se projeter bien sûr en direction des Jeux Olympiques. Bonne brasserie, bonne écoute. Salut les amis, une brasse ski aujourd'hui exprès après les belles étapes en Suisse et avant Kitzbühel et surtout avant les Jeux. Bon, vous n'étiez pas à Adelboden où c'était assez impressionnant les images et où on s'est bien moqué de nous au-delà des frontières, mais vous étiez au Lauberhorn. Bah, déjà, Rebecca, on va commencer par toi. Comment tu as vécu ça? Moi, je me rappelle, j'ai fait deux Lauberhorn dans ma vie et ça reste des souvenirs complètement hallucinants. Là, il y avait le Covid, mais il y avait quand même de l'ambiance. On avait l'ambiance, on avait les résultats qui amenaient l'ambiance, donc j'avoue que c'était plutôt sympa de ce côté-là. C'est vrai qu'en tant que Neuchâtelois, ça faisait un petit peu petite fête des vendanges le soir, avec toute cette foule amassée qui danse sur des schlagers, donc ça faisait assez bizarre, un peu hors du temps quand même, mais après ça reste du beau ski, on va dire, donc on peut voir ce qu'il y a sur la piste aussi. Sylvain, comment tu as vécu ce week-end wengenien qui est toujours un peu, bah, comme disait Rebecca, hors du temps? Ouais, bah déjà, c'est hors du temps parce que tu as cette ambiance particulière avec ces vieux hôtels. L'impression que voilà, les skieurs ils doivent prendre ce train pour monter. C'est vraiment un peu au milieu de nulle part. Et puis on a un peu, ouais, comme tu dis, hors du temps. Euh, c'est rappeler les belles ambiances des dernières saisons avec le retour des spectateurs. C'était quand même pas tout à fait pareil que moi j'étais allé à 2 ans où il y avait la tribune dans l'air d'arrivée, tous les drapeaux. Là, il n'y avait pas de tribune, peu du VIP. Donc c'est quand même un tout petit peu différent, mais il y a quand même eu pas mal de monde, comme disait Rebecca, dans la station. Et du coup, ça faisait plaisir, surtout avec ces podiums suisses qui auraient pu être célébrés. Il y a même eu une cérémonie justement de remise des prix, et du coup, c'était très sympa. Alors, hors du temps, à cause du Covid aussi, bon, on a vu la sortie mythique de Manuel Feller après le géant d'Adelboden. Il y a ce mix d'émotions, que ce soit pour vous, donc, enfin plutôt toi Sylvain, et aussi pour les skieurs, c'est qu'il y a plein de gens dans un même endroit, dans le train qui monte, c'est la fête, mais en même temps, si Sylvain tu chopes le Covid ou si un skieur le chope, bah, les jeux, tant pis. Ouais, et du coup, la zone mixte, elle était encore plus stricte que d'habitude. Les skieurs, ils avaient vraiment une grande place. Ils étaient un peu plus loin que nous. Nous, on était derrière une barrière. Les masques pour tout le monde, sauf quelques-uns. On va pas balancer des noms, mais sauf quelques skieurs qui, visiblement, n'avaient pas envie d'aller au jeu ou se disaient que de toute façon, on va pas faire les qualifs. On va taire les noms. Mais sinon, on a senti quand même que certains étaient quand même un peu tendus. Bad Voice, il nous a dit que qui était un peu partagé par. Il parlait d'Adelboden, de ses images, de liesse dans les tribunes et la fête et tout. Et puis lui, et les athlètes devaient vraiment se priver de tout. Ils mangeaient tout seul à table. Les descendeurs mangeaient à une heure et puis les techniciens plutôt à une autre. Enfin, ils se mélangeaient le moins possible. Et du coup, c'était un petit peu spécial ces deux différences de traitement. Mais en même temps, on peut estimer que c'est normal pour un athlète de haut niveau à 2, 3 semaines des Jeux de faire peut-être plus de sacrifices que les autres. Rebecca, tu as senti cette retenue parce que bah, on peut jouer 4 ans d'entraînement sur un gars qui te tousse dessus dans l'air d'arrivée. Alors, on sent clairement que tout le monde est un petit peu tendu par rapport à ça, quoi. Après, comme a dit Sylvain, certains ont un peu plus de laxisme par rapport au masque, ou on les voit quand même un peu. Bah, forcément, tu t'entends pas trop, tu as quand même des Google Music qui sont toujours là, malgré tout ce qui peut se passer dans le monde. Donc, bah, des fois, tu dois un peu hurler dans leurs oreilles pour qu'ils arrivent à comprendre ce que tu dis. Donc, c'est toujours un peu bizarre parce que tu as ces distances entre les barrières, mais en même temps, bah, tu es les deux penchés par-dessus la barrière pour essayer de te comprendre. Donc, c'est presque, voilà, tout le monde porte les masques, les athlètes, ils sont quand même bien drillés et effectivement, ça se sent qu'ils jouent leur JO là-dessus,
que là, s'ils attrapent le Covid maintenant, c'est fini, c'est un test positif et c'est pas de Pékin pour eux. Donc on sent vraiment la pression. Après typiquement, en rentrant en train avec des trains normaux, tu vois, les servicemen, j'ai vu un serviceman japonais qui m'a dit non, mais moi, j'ai pas le temps, je dois aller en Autriche maintenant. Enfin, je vais pas prendre un train spécial, je rentre maintenant. Puis du coup, c'est assez bizarre de voir justement, comme l'a dit Sylvain, d'un côté, cette partie très, très stricte, très, très contrôlée, très on se mélange pas, chacun dans notre coin et tout. Et d'un autre côté, cette partie beaucoup plus sauvage, on va dire, et beaucoup plus libérée de toute contrainte et de peur d'aller à Pékin. Ça, vous pouvez raconter aussi, Sylvain. En fait, dans les zones d'arrivée de ski, c'est presque là que tu vois le moins bien la course. Et puis après, tu te retrouves empilé avec deux collègues pour avoir deux déclarations en suisse allemand. C'est pas simple non plus. Et puis, bah, il y a ces restrictions, il y a ces gestes barrières, il y a ces écarts avec les athlètes. Mais nous, les médias, on est empilés comme des veaux. On essaie tous d'avoir la déclat, d'avoir la réponse du coureur. Et c'est toujours étonnant de voir ce décalage. Ouais, surtout à Wengen, en fait, tu as juste la bosse d'arrivée et du coup, tu vois quasiment rien. Encore à Delboden, par exemple, tu as le mur final, donc tu peux quand même sentir un peu, voir quand il se fait sortir, etc. Mais à Wengen, effectivement, comme tu dis, tu ne suis pas vraiment bien la course et tu attends les athlètes souvent longtemps, surtout s'ils ont fait des podiums. Et tout le monde se rue dessus. Un peu, ben voilà, forcément, tout le monde a les mêmes déclarations. Donc, c'est pour ça aussi que c'est sympa, normalement, les conférences d'avant-course. On va dans le lobby de leur hôtel discuter, où tu as un petit peu de ressenti, où tu as un coach qui passe, où tu as un serviceman qui passe, tu peux raconter un peu, tu peux sentir un petit peu mieux l'ambiance dans l'équipe ou des anecdotes ou des choses comme ça. Ils sont souvent aussi plus libérés que derrière un ordi ou dans dans la zone d'arrivée où forcément c'est comme voilà, une interview après un match de foot ou de hockey où tu es encore un petit peu dans ta course puis tu n'as pas forcément toujours très lucide. Euh, donc, euh, donc voilà, tous ces éléments-là, ça change un petit peu cette saison, la saison passée. On a moins, on a moins de ressenti des athlètes et des fois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bon, Et tu les sens tendus aussi. pour finir ce chapitre, Rebecca, Sylvain, lâchez les dossiers kiffage. Là, il n'y a personne qui nous écoute, on s'en fout. Il y a certains athlètes qui, comme de par hasard, ont chopé le Covid pile au bon moment. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se raconte? Est-ce que certains croient à la théorie du complot que non, non, c'était très bien joué de le choper à ce moment-là, c'était bien vu. Rebecca, avec ton... Écoute, moi, j'ai pas entendu tant de bruit de couloir par rapport à ça, honnêtement. Et pourtant, j'aurais bien aimé en entendre, mais non, enfin, là, de ce que j'entends, c'est vraiment vite, faut pas le choper. Et c'est plutôt une espèce de paranoïa assez raisonnée de faire le plus gaffe possible pour pas l'avoir, plus que d'avoir essayé de le choper juste avant le moment critique. Donc, je sais pas si Sylvain a entendu autre chose, mais moi, c'était vraiment on le chope pas, on fait tout ce qu'on peut pour pas l'avoir, plutôt que aller au le chope 3 semaines avant les JO, comme ça, on est tranquille. Bah, Sylvain, moi j'ai eu pas mal de spécialistes d'autres sports qui étaient plutôt en colère contre les organisateurs, que ce soit à Davos ou en France pour le ski cross. C'est qu'ils se retrouvent avec le peuple, entre guillemets, dans les hôtels. Il n'y a plus de bulles sanitaires, donc forcément, il y a des problèmes qui devaient arriver. Ouais, ben, il y a par exemple Victor Mufagendais hein, qui a été victime du slalom de Zagreb, là, qui s'est fracturé la cheville puis qui ne pourra pas aller au jeu. Puis qui avait fait un long post Instagram qui a raconté que justement dans l'hôtel, ils étaient testés tous les jours, qu'ils devaient prendre des mesures spéciales, qu'ils mangeaient dans un restaurant privatisé. Enfin, ils étaient coupés du monde. Et qu'à côté, quand ils étaient à l'hôtel, ben, dans la salle de sport, parfois, tu as des touristes qui sont à côté de toi sans masque. Et du coup, que c'était compliqué à gérer. Qui se sentaient un petit peu. Comment dire, un petit peu enfermé et prisonnier un petit peu de cette bulle, quoi. Ils ne vivaient pas très bien, hein, pas mal d'athlètes. C'est bientôt fini, heureusement pour eux, parce que je pense qu'il va y avoir deux, trois relâchements des gestes barrières en rentrant des JO, mais c'est normal. On va passer à la deuxième partie, et comme je suis un bon vaudois, je garde toujours le meilleur pour la fin, hein. Tu sais, quand tu manges un gâteau à la crème, tu gardes l'intérieur pour se faire plaisir sur la fin. Parlons de ce qui, pas ne va pas, mais de ce qui ne fait pas rêver comme on pensait que ça ferait rêver en équipe de Suisse notamment.
Et j'ai envie de parler d'abord des slalomers. Alors, il y a eu le podium de Daniel Yule 23 ans après Michael von Gruningen à Wengen, et ça a fait du bien à tout le monde, mais c'était une course très spéciale. En slalom, Sylvain, on a la densité, une densité incroyable. Moi, je me rappelle, il y a 7-8 ans, je regardais même pas les slaloms parce que je savais que Hirscher allait gagner et qu'il y aurait un Suisse en deuxième manche, il serait 23e. Là, il y a une densité incroyable et on a l'impression que ça a un peu aplani les niveaux. On n'a pas retrouvé le grand Sennheiser, on n'a pas retrouvé le grand Daniel Yule encore. Est-ce que tu as des motifs d'espoir pour les JO, pour Kitzbühel, pour Schladming? Est-ce qu'on va performer, avoir le pic de forme au bon moment? Alors, on espère. Le truc, c'est que quasiment, on a quoi? Quatre. On a quatre places en slalom. Bah, ils sont connus, hein, les quatre. C'est Maillard, Ernie, Sennheiser et Yule. Potentiellement, il y a Tanguy-Neff. On a vu Reto Schmidiger 11e de l'après-manche qui pourrait aussi faire les quotas d'un coup. Marc Rochat, tout d'un coup, qui nous sort une manche hallucinante. Donc, en fait, on a en tout cas quatre, voire cinq euh, skieurs qui sont capables de monter sur le podium. Mais le problème, bah, c'est comme tu disais, c'est la densité. Déjà, bah, dans l'équipe suisse, l'autre jour, ils étaient 4, 5, 6. Et puis bah, du reste, hein, tu as un 29e qui peut remonter, qui peut gagner. L'autre jour, il y avait Strolls, l'Autrichien, qui en claque une. On a l'impression que le top 30 mondial en slalom, peut-être le top 20, peut en claquer une, peut gagner, peut faire un podium. Et du coup, ben, voilà, il y a beaucoup de slalom en janvier, mais il reste que trois places sur le podium et du coup, c'est hyper serré. Euh, Savoir s'ils vont être. Enfin, il y a la grosse inconnue de la piste olympique. Là, aucun veut se projeter sur cette piste. Apparemment, il y aura une partie de plat, donc ça pourrait convaincre. Ça pourrait plutôt faire le jeu de Ramon Sennheiser. Mais en fait, personne ne la connaît vraiment, personne n'a envie de se projeter. On a plein d'athlètes qui nous ont dit ce week-end je préfère en claquer une à Kitzbühel, à Schladming, sur une classique avec du monde, que devant zéro personne à Pékin. Donc voilà, mais après, au final, personne ne va cracher sur une médaille et un titre olympique, hein, c'est sûr. Mais il n'y a pas cette grosse motivation et ce grand feu pour les Jeux, alors qu'on est à 2 semaines. Rebecca, ce sera spécial parce que bah, on a eu 7 Suisses en deuxième manche, et même les deux qui ont été éliminés. Il y en a un qui était le petit von Groningen qui était en passe de se qualifier. Et il y a, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus, qui a perdu son bâton et qui finit 37e pas loin. Il y a une Simonette, ouais. voilà, Simonette, il y a une super densité en Suisse, mais on a l'impression que c'est un peu nivelé tout le monde. Ouais, c'est assez bizarre parce qu'en fait, il y a une énorme densité partout. Surtout, il y en a beaucoup qui nous disaient en fait que, comme l'a dit Sylvain, tu es dans les 30 premiers, bah, tu peux gagner, quoi. On a vu avec Lucas Bratton, c'est assez violent de se dire que le mec, il était 29e, il était tout juste qualifié à la première manche et derrière, il gagne, quoi. Donc, ça, il l'explique par plusieurs choses. Mais c'est vrai qu'on sent que les Suisses sont, je ne sais pas pourquoi précisément, mais on sent qu'ils sont un peu frustrés, que peut-être qu'à force de vouloir ces podiums, peut-être qu'ils se mettent. Il y a aussi une part de pression qu'ils ont, hein, notamment pour la qualification pour les JO. Ça doit pas être facile à gérer. Tu sais que tu as fait une première manche correcte. Tu pars en deuxième manche, tu es presque obligé de briller et du coup, tu skis sur la limite et du coup, tu pars à la faute. Donc, c'est assez drôle de voir, enfin drôle, assez intéressant de voir comment ils gèrent cette pression-là et comment ils arrivent à skier au mieux. Mais ouais, beaucoup d'entre eux, pas ils galèrent, mais c'est assez dur justement de montrer ton meilleur ski avec tous ces facteurs-là. Tu sais que tes adversaires, bah, ils sont tous à peu près au même niveau que toi. Ça se joue vraiment à rien du tout, quoi. Et puis les quotas. Vas-y, Sylvain. Ouais, il faut se dire aussi, ben, l'équipe de Suisse, on avait énormément d'attentes, on l'annonçait comme l'équipe numéro un mondiale en slalom, etc. Parce que Daniel Yule, il y a 2 ans, a fait une saison mais incroyable avec 3 victoires. Et en fait, c'est super rare. En fait, il y a personne qui va gagner 3 victoires dans une saison. Enfin, peut-être, mais. Et du coup, ça a placé la barre très haut. On s'est dit, putain, mais les Salomers, c'est l'équipe incroyable à suivre, etc. Et en fait, non, c'est pas possible de faire des saisons comme ça chaque année. L'année passée, pas eu de podium. Il y a eu des bons résultats, des très bons résultats, mais voilà, des top 5, des top 10 en slalom, vu la densité, comme on l'a dit, c'est des très bons résultats. Puis un autre truc, c'est que c'est une équipe de slalom suisse qui est il n'y a pas trop générationnel, ils ont tous à peu près la même âge, ils ont grandi le même âge, ils ont tous grandi ensemble, ils viennent tous plus ou moins du Valais, même si certains ont une autre nationalité à côté, mais ils ont tous grandi sur les pistes valaisannes en tout cas. Ils se connaissent depuis très longtemps et puis ils se tirent la bourre et il y a une sorte de rivalité, mais très saine. Plusieurs l'ont dit, ça, une rivalité, mais très saine. Et chacun va aller chercher la qualif, se fait pas de cadeaux, mais en dehors, ils échangent énormément.
On le voit, ils donnent des conseils quand ils s'entraînent, ils échangent sur le matos, etc. Et je pense que ça pousse tout le monde vers le haut avec la locomotive Yule qui tire tout le monde, quoi. La Locomotive Fuel et le coach Murisier. Il y a un truc aussi très spécifique qu'on peut peut-être expliquer, Rebecca, c'est que alors c'est 4 Suisses pour le slalom, mais c'est quoi? C'est 11 en tout pour toutes les disciplines. C'est, Alors, c'est- Sylvain a plus les spécifiques que moi sur la question, j'avoue. Mais si- c'est ça, ouais, exact. 11 en tout, 11 femmes, 11 hommes. Tu peux pas dire on prend une femme de plus, un homme de moins, c'est vraiment 11-11. Il y a 4 skieurs, 4 athlètes par discipline, 5 dans les épreuves où on est champion olympique. Malheureusement, c'est le team event, donc on n'aura pas une Suisse A et une Suisse B. Mais du coup, c'est très serré. Là, on a fait quelques calculs avec Rebecca ce week-end. On a vu qu'il y avait 10 athlètes qui avaient rempli les critères. Donc, il reste une place. Euh, on pense que ça sera peut-être un slalomeur vu le niveau. Parce qu'en géant, ils sont déjà 4, il n'y en a pas vraiment plus. Ça pourrait être Tanguy Neves, Sandro Simonet, Reto Schmidiger, s'ils en claquent une, comme on dit, à Schladming. Mais il serait, je pense, plutôt dans un rôle de joker en slalom et parce que voilà, on ne sait jamais un test positif ou une blessure. Et il jouerait plutôt enfin, il s'alignerait plutôt sur le team event. Mais bon, ça, c'est vraiment des théories. il y a le Ça combiné n'engage que moi. aussi. Il y a le combiné aussi, exactement, ouais, ouais. Mais bah, Donc, alors ça, c'est le truc que je comprends pas non plus. Tu as 0 combiné en Coupe du Monde, mais bon, ça, tranquille, tu as un combiné quand même au JO. Bon, c'est un autre ouais, mais problème. ça, tu vois, les jeux ont été attribués je sais pas, 5 10 ans, et puis en fait, ou 8 ans, je sais plus. Et du coup, ben, le combiné était encore à la mode à l'époque, et tu peux pas changer si facilement de discipline. C'est un si gros événement. Il y a la médaille qui est prête pour le combiné, et du coup, c'est pour ça. Mais ça sera plus le cas des prochains jeux. Bon, on a fait longtemps sur les slalomers. Passons sur l'autre sujet qui m'interpelle. Comme ça, je vous ai sous la main, je profite. Euh, on a vu que Beat Feuz, bah, il a eu son podium, il a eu son gamin. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver au top du top à Pékin ou est-ce que c'est un peu plus difficile pour lui cette saison, Rebecca? Bah, quand on voit ce qu'il a réussi à faire à Wengen alors qu'il avait son attel sur le télésiège et puis il attendait de voir si sa femme accouchait, enfin, tu te dis que t'es peut-être pas au top de la concentration à ce moment-là et pourtant il arrive quand même à claquer des podiums. Donc je pense on peut se laisser surprendre par Beat Feuz. Enfin, il a assez montré que c'était un monstre. Donc moi je pense que c'est pas un mauvais calcul de se dire il va faire quelque chose. Après, je sais pas honnêtement comment humainement il va gérer le fait parce que là, il sera presque à la maison à Kitts. Mais je sais pas comment il va gérer le fait d'avoir eu son tout nouveau-né, tout frais et de partir à Pékin pendant quelques semaines. Peut-être que ça peut l'affecter un petit peu. Et je sais pas à quel point il sera prêt, mais en tout cas, sur ce qu'il a montré à Wengen, alors même qu'il savait que l'accouchement était imminent, enfin, il l'a dit plusieurs fois, il est même pas allé à la cérémonie enfin, de son podium, il n'a même pas célébré son podium samedi. C'est la chef de presse qui est allée chercher son prix à sa place parce que lui, il est retourné vers sa femme. Donc, on aurait pu penser qu'il avait pas trop la tête au ski, mais quand même, quoi, il arrive quand même à faire des résultats. Sylvain, on s'inquiète pas, c'est Beat Feuz, c'est comme ça, il va gagner. Ouais, on peut s'inquiéter un petit peu sur sa motivation parce que quand Bat n'a pas envie, il n'a pas envie, hein. Quand à Cortina au championnat du monde, il n'a pas envie de faire la CP en Hochdeutsch, en tout cas pas en anglais, ça c'est sûr, mais en Hochdeutsch, puis qu'il le fait en suisse-allemand, et puis que toute l'assemblée euh, est consternée. Voilà, c'est un sacré personnage, hein. Et du coup, bah là, il n'a pas arrêté de cracher ces derniers jours sur la descente olympique, sur le fait d'aller en Chine, sur le fait qu'il n'y aurait pas de spectateurs, etc. Donc, et puis, il la connaît pas. Là, il vient d'avoir un enfant. Je sais pas. Bon, il reste un très grand professionnel. Et puis, il n'a pas encore de titre olympique. Donc, on va lui faire confiance et on va se dire qu'il va tout donner. Mais comme disait Rebecca, c'est assez fou. Il avait même prévu un hélicoptère hein, qui était prêt à décoller pour aller rejoindre sa femme en Autriche parce qu'il habite vers Innsbruck. Et du coup, là, il n'a pas eu besoin. C'est peut-être une bonne chose quand même. On se disait l'autre jour, on discutait avec Rebecca, on trouvait que c'est une bonne chose au niveau du timing que ça soit arrivé maintenant parce qu'on peut se poser un petit peu. Après, il faut dire aussi que les mardis ou mercredis, il y a les entraînements à Kitzbühel. Donc, il n'y aura pas beaucoup de temps pour profiter. Puis ça peut quand même le chambouler un petit peu, forcément. Mais au pire, il reste 2 jours de plus, il lui faut un entraînement le samedi matin juste pour lui, et puis il est belle. Alors voilà, maintenant, il a un joker à la Chris Mayer et on lui concoctera un petit entraînement spécial quand ça l'arrange.
Bon, vite, justement pour rebondir sur Krichmayer, scandale, passe droit, ou alors pour le Covid, on peut se permettre des petites entorses au propre règlement. Il y a aussi le problème du nouveau président de la FIS, qui était le patron de la même marque de ski que Krichmayer, les rebelles du circuit. Je fais plein de guillemets avec mes doigts pour ceux qui ne regardent pas. Euh, Rebecca, scandale ou adaptation normale? Moi, je suis ultra partagée sur la question. J'aurais envie de dire scandale, mais le truc, c'est que, bah oui, le Covid, il a passablement chamboulé le circuit, les classements. On a vu pas mal d'athlètes, notamment Lara Berami, Schifrin, qui n'ont pas pu s'aligner sur des courses parce que, elles étaient testées positives. Là, en l'occurrence, de ce qu'on a compris, Krischmaier avait eu un test positif, puis négatif, mais il a quand même pas pu se déplacer pour faire les entraînements. Mais du coup, il était quand même pas une menace sanitaire pour les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont fait son entraînement. Mais pour moi, c'est plus en fait la FIS qui a fait n'importe quoi en termes de communication. Elle aurait juste pu dire, écoutez, situation exceptionnelle, maintenant on a décidé que c'était trop contraignant que les gens puissent pas s'aligner, c'est quand même dommage pour le classement. Voilà, il y aura un entraînement de rattrapage ce matin. Ceux qui veulent participer, ils participent. Et puis, on évitait une polémique qui est quand même un petit peu dommage par rapport au sport, en fait. Mais c'est vrai que globalement, le fait qu'ils s'alignent, en fait, le problème, c'est que tu es presque obligé de faire deux poids, deux mesures dans ce côté-là quand on parle d'un Yannick Chablot qui n'aurait pas eu d'entraînement spécial, typiquement. Bah ouais, parce que pour lui, ça aurait été effectivement peut-être plus dangereux de s'aligner sur cette piste sans entraînement, quoi. C'est vrai que Krischmaier, bah, on l'a vu, il l'a fait, il l'a réussi, mais c'est pour ça que c'est ultra dur, parce que d'un côté, tu comprends l'envie de faire des mesures spéciales parce que tu sais que l'athlète est capable et qu'il l'a prouvé, il peut faire des résultats. Mais d'un côté, du coup, c'est clair que c'est un peu dégueulasse pour le reste du monde qui participera pas à ça. Si c'était bien communiqué, si c'était égal et s'ils le refont plus tard, typiquement pour un Beat Feutz qui s'entraîne plus tard à Kitts, pourquoi pas, franchement? Parce que Sylvain, les images sont grotesques. On voit Krischmaier qui prend le départ, qui fait 12 mètres, qui enlève son ski. C'est pas une bonne image du ski, ça. Bah, c'est ça en fait qui a gêné, c'est ce simulacre d'entraînement, c'est complètement ridicule. Il fait 15 mètres, il dit coucou aux caméras. En fait, il aurait juste fallu l'exempter d'entraînement. Ça n'aurait pas été si choquant. Il a gagné il y a 2 ans, il est champion du monde de la discipline, il a une trentaine de départs sur cette piste. On peut, dans le règlement de la FIS, il y a un point qui justement dit qu'il peut y avoir des exceptions aux entraînements. Alors, on peut l'activer cette année parce que, comme disait Rebecca, mesure exceptionnelle pour situation exceptionnelle, dire que voilà, les meilleurs athlètes peuvent être exemptés, ou tous les athlètes peuvent être exemptés d'entraînement cette saison spéciale de Covid. De toute façon, ils ne sont pas cons, les descendeurs, hein. Si tu t'appelles Yannick Chablot ou que tu es le 40e mondial en descente et que tu vas pas t'élancer sur le Larborand sans entraînement. Tu peux Tu n'es pas mourir, malade. quoi. Ben, c'est ça. Et puis, du coup, il l'a fait en toute connaissance de cause, Chris Mayer, et en fait, le règlement, tu dois juste pousser le portillon. Donc, en fait, finalement, personne n'a besoin de faire les entraînements. Tu as deux entraînements, tu peux aussi, si tu n'as pas envie si as envie de te préserver, tu pousses le portillon, puis tu ne fais pas l'entraînement. Mais personne ne fait ça. Et Chris Mayer, c'était le premier à ne pas vouloir faire ça. Et du coup, il faut juste que la FIS soit claire, comme disait Rebecca, transparence. Il n'y a pas d'entraînement. Chris Mayer est aligné. Puis voilà, mais de faire ça le vendredi matin, c'est complètement ridicule. Et puis ça la dessert, en fait. Puis comme elle ne communique pas, bah, nous, voilà, le public découvre ces images sur les réseaux sociaux, ça fuite, et puis bah, ça fait scandale. Et puis en fait, ça aurait pu ne pas faire scandale si la FIS avait tout de suite communiqué, été claire et avait expliqué la situation. Et dire que voilà, il y a des jokers cette saison, par exemple. Très très bien. Je vous propose de passer directement à ce qui rigole plus, parce que bah, on n'a pas trop le temps de parler de Corinne Souter, on en parlera à Pékin quand elle aura gagné. Euh, Parlons de ce qui fait rigoler, de ce qui impressionne, de ce qui nous fait rêver. Parlons Marco Odermatt. Sylvain, quand c'est un Marcel Hirscher qui gagne comme ça, bah forcément on n'aime pas. Mais là, on a un gamin bah, tout ce qu'il fait, il le transforme en or. On pensait que les descentes, c'était fait pour les plus de 30 ans maintenant, mais lui, il arrive, 24 ans. Non, non, comme ça, podium, tranquille. C'est vraiment un phénomène. On peine encore à imaginer la taille du champion que c'est.
Ouais, puis on commence à se dire que ça va être compliqué de trouver des superlatifs, puis de continuer à écrire sur lui chaque semaine et d'essayer de lui trouver des défauts, un peu à la Yann Sommer, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais ouais, c'est impressionnant parce que il arrive là au Leurborn sans expérience, puis il arrête pas de. Je sais pas si c'est de la fausse modestie ou s'il bluffe, mais il arrêtait pas de nous dire dès son arrivée au Leurborn qu'il a peut-être une carte à jouer en Super G, il le gagne. La descente raccourcie, ça peut passer vite fait, il fait deuxième, pardon. Et puis, bah, sur la vraie descente, là, il n'a pas arrêté de dire que sur le haut, les longues courbes où il faut de la vitesse, où vraiment il faut de l'expérience pour bien les aborder et emmagasiner plus de vitesse, ben, tu vois, il fait quatrième. Puis si ce vilain Krischmaier n'était pas aligné, il était sur le podium de nouveau. Donc voilà, non, c'est vraiment impressionnant. Et puis, il a ce côté, en fait, ce qui est impressionnant, c'est de gagner à Adelboden sur le géant le plus dur de la saison dans des conditions où la piste était d'une certaine manière et enfin, dans des conditions de Coupe du Monde. Et quelques jours plus tard, tu gagnes un Super G qui est une discipline complètement différente, sur une piste complètement différente. Et devant ton public, où il y a eu quand même beaucoup d'émotions après sa victoire à Delboden, il a réussi à faire le vide et à se remettre direct dedans. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. C'est que on a vu l'année passée, il avait craqué aux mondiaux en géant. Et puis au final de Coupe du Monde aussi, il n'avait pas assumé. En géant, il avait fait 11e alors qu'il avait fait des super résultats toute la saison. Donc là, on peut partir assez confiant pour les Jeux. Je crois que là, il a franchi un cap aussi au niveau mental. Et puis c'est ça qui est très, très beau. Il reste toujours hyper calme en fait, même après ses victoires et lucide et tout. Et on sent il est sur un nuage, hein. Il le dit, c'est vraiment impressionnant. On ne comprend pas très bien ce qui lui arrive en fait. Et on espère juste qu'il ne va rien lui arriver et qu'il va continuer comme ça encore cette saison, quoi. Rebecca, Marco Odermatt est quelqu'un qui apprend tellement vite. On peut rêver que les échecs de la saison dernière soient ses succès de cette année. C'est clair, et ce qui impressionne chez lui, et ce qui impressionne d'ailleurs tous les skieurs à qui on a parlé après la course, c'est que vraiment c'est un génie, quoi. Les skieurs français, ils disent, mais c'est un génie, quoi. Il a gagné le Super G, on s'est dit, ok, comment il fait? Enfin, c'est quand même ultra spécial de réussir à gagner à Delboden et d'enchaîner avec un Super G à Wengen, comme l'a dit Sylvain. Les skieurs français disaient, bah, je pensais qu'il galérait peut-être un petit peu en Super G ici, vu qu'il connaît pas la piste. Ils nous ont dit, bah, pour la descente, bah, je sais même plus quoi penser, peut-être même qu'il va la gagner, parce qu'au final, ça surprendrait même pas. Puis c'est ça qui est assez spécial, c'est que chaque fois, on se dit, notamment en tant que journaliste, on se dit, bon, c'est quand même pas possible, on va quand même pas espérer encore un super résultat d'Odermatt. Enfin, il en a assez fait, c'est déjà assez alien sa saison. En demander plus, ce serait presque un peu ingrat. Et au final, bah, on est chaque fois surpris en bien. S'il gagne pas, il fait des podiums. S'il fait pas des podiums, il est à 200e d'eux. Donc ouais, moi je pense qu'il est, bah, enfin, comme l'a dit Sylvain, il est sur un nuage. Il va bien. Il a pas l'air de se prendre le chou plus que ça. Nous, il nous avait annoncé, ouais, si je fais un top 10, je suis content. Bah ouais, bah, je pense qu'il est plus que content du coup. Donc ouais, c'est vraiment un monstre, hein. C'est vraiment un génie, cette espèce de gamin beaucoup trop fort qui n'a pas besoin de temps d'entraînement, qui y va un peu à l'instinct et ça passe à chaque fois et ça risque bien de passer encore pendant un moment s'il reste en forme. Avant un mini quiz qui va vous mettre en difficulté, question très piège. Comment est-ce qu'on définit un tel talent? Est-ce que, d'où ça vient? Est-ce que génétiquement, on est programmé pour être bon à ski? Ou est-ce que, parce que comme tout bon Suisse, à 2 ans et demi, il était sur des skis, il a beaucoup de boulot aussi. Sylvain, comment tu appréhendes ce phénomène où tu as l'impression que il est né avec des skis, quoi? Ouais, je pense que son père a raconté qu'il compte, enfin son père, je crois qu'il compte les jours de ski de son gamin. Et puis là, en début de saison, je me souviens plus, il était déjà énormément de jours de ski, mais ça, c'est un peu tout le monde. Mais bah, il y a du talent, c'est sûr. Euh, et puis je pense que il y a Non, une parce que quand part. on parle de toucher de neige, moi, ça me fait marrer. Il y a le toucher de balle au foot, ok, mais le toucher de neige, ce qui fait que le gamin, tu le mets sur les skis, il va vite. Ouais, bah ouais, t'as l'impression qu'en fait, qu'il vole un peu en quelque sorte. Je sais pas, il a des appuis qui sont très, très légers. Il a une confiance aussi. Il ose lâcher le ski. C'est-à-dire qu'il ose aller mettre les skis le plus droit possible dans la ligne de pente. Et puis, et quand il y a des passages difficiles où certains mettent un quart pour freiner un petit peu, ou bien
lui, il va foncer, il se pose pas trop de questions. Et c'est ce qui a fait la diff aussi ce week-end, c'est qu'il arrivait avec sans pression, en fait, sans attente. Il disait un top 10, c'est bien. Puis en fait, ben, du coup, ça te permet de te lâcher encore plus et puis de prendre certains risques. Là, par exemple, ce week-end au Lauberhorn, sur le passage du Kernan S, il l'a mieux passé que Bad Voice. Il y a aussi une intelligence, je pense, qui fait son succès parce qu'on l'a vu aux reconnaissances, il était euh, très très attentif avec Yonka, avec Bad Voice. Chaque passage, il leur demandait des conseils à l'un, à l'autre, peut-être encore à d'autres skieurs plus expérimentés. Et je pense que ça fait aussi la diff sur une saison. Il a envie d'apprendre, il a envie de s'améliorer, il prend des conseils partout où il peut. Plus ça, plus le talent, plus une certaine part de chance aussi parfois. Euh, ouais, mais c'est difficile à expliquer vraiment qu'est-ce qui fait son succès parce que même lui-même, je crois qu'il comprend pas trop ce qui lui arrive. Rebecca, c'est dur d'expliquer justement un phénomène comme ça. C'est ça, surtout, tu as l'impression d'un côté, il skie un peu à l'instinct, t'as pas l'impression qu'il soit très, entre guillemets, maniéré dans sa façon de skier. Tu vois qu'il y va et ouais, il y va juste, quoi. Après, comme l'a dit Sylvain, il prend ses informations au préalable, il se renseigne, il réfléchit aux lignes qu'il doit faire et tout, mais une fois qu'il est dedans, bah, il l'applique parfaitement, en fait. Donc, je sais pas si c'est à côté intelligence studieux qu'il arrive à recracher parfaitement. C'est un peu cet élève qui te demandait s'il pouvait vite lire tes notes avant un travail écrit de maths. Et puis en fait, derrière, il fait un 6 parce il a tout compris et il n'avait pas besoin de plus. Donc c'est vrai que c'est dur à expliquer parce que il montre pas de faiblesse en fait. Il arrive en bas et ouais, alors il était crevé après la vraie descente du Lauberhorn. Là, il s'est couché par terre avec un ski en l'air en mode mon Dieu, j'en peux plus. Mais sinon, il montre pas de signe d'essoufflement, de frustration. Enfin, il a l'air très posé, très calme dans sa tête et je pense que ça aide aussi d'être lucide sur ce genre de piste. Et ça doit être très frustrant pour ses adversaires, donc Sylvain. C'est clair, ouais, ouais, bah, ils comprennent pas. On avait parlé avec Mathieu Bailey, là, le jeune Français, puis il disait, mais parce qu'il a à peu près le même âge, moi, il m'en faut encore, je sais pas, 5-6 de l'Arborand pour vraiment comprendre, même s'il a aussi des expérimentés dans son équipe. Mais bon, peut-être pas un Foyt, c'est un Yanka qui ont gagné, ça fait aussi la différence. Mais il disait, ouais, moi, j'ai besoin de passer 5-6 fois le Carnanes pour comprendre. Et en fait, Marco Dermat, ça, c'est aussi des coachs qui l'ont dit ces dernières saisons, c'est qu'il a une capacité, comme disait Rebecca aussi, d'apprendre vraiment vite et lui montre un geste, il le corrige. C'est Didier Cuche qui m'avait dit ça, il avait skié avec lui quand il était gamin parce qu'il avait gagné un concours et il avait tendance à avoir le bras un peu trop droit. Et Didier Cuche lui a dit ça après et direct la piste d'après, il a tout de suite compris, tout de suite emmagasiné et corrigé. Et donc ça, voilà, ils sont pas tous égaux devant la vidéo. Peut-être certains, ils comprennent pas tout de suite qu'est-ce qu'il va faire pour aller plus vite, s'améliorer. Et je pense que Marco Dormat, il a cette capacité et aussi d'adaptation sur les différents tracés et de comprendre comment corriger les erreurs très très vite. Et ben, ça fait partie de ce génie qu'on disait, quoi. Bon, en parlant de frustration, j'ai 3 minutes 24 encore pour vous frustrer avec un quiz un peu général sur le ski. Vous n'hésitez pas, hein, vous criez quand vous avez la réponse. Première question, très générale, dans quel pays et où se situe le domaine skiable le plus grand du monde? Quel pays? Alors, sur un seul pays ou bien sur... Sur un seul pays, ouais. Mais de toute façon, c'est sur un seul pays, t'inquiète pas. alors, États-Unis, je dirais. Non, Canada, non plus. Bon, vous avez perdu les deux. C'est la France avec Courchevel, Méribel, Les Menuires et Val Thorens. De Ah, quelle langue vient le mot slalom? alors c'est norvégien, sauf erreur. Voilà, un point pour Sylvain. balèze, Quel, quel skieur a atteint la plus haute vitesse max dans l'histoire du ski? Ça, je l'ai c'est l'autre jour. Claret. Bien, C'est vraiment Lauberhorn sur le 2013, Lamborghini, hein. ouais, 161,9 km/h. En quelle année le... On lui a parlé de ça d'ailleurs. Et puis il a dit qu'il n'est pas sûr que ça va être battu. Même pas par Odermatt. Je comprends. En quelle année le ski alpin est-il entré au jeu? Je crois que c'était à Chamonix, mais l'année Non, des c'est 50, non? non.
On peut dire une dizaine d'années. Ouais, à peu près, vas-y. Je sais pas, dans les années 40. Voilà, t'es à 4 près, donc je l'accorde, c'était en 36 à Garmisch. Ah, Combien Bien de joué. fois Didier Cuche a-t-il fini troisième du général de la Coupe du Monde? Ah, je pense deux ah, fois, j'aurais dit 3, mais C'est plus, quatre, c'est plus. 5. cinq. Oui, deux demi-points pour vous. Il a fini 5 fois troisième du général de la Coupe du Monde en 2002, en 2007, 2008, 2009, 2010. Et la question la plus bête du quiz pour la fin, lequel de ces pays n'a jamais accueilli de Coupe du Monde de ski? Nouvelle-Zélande, Bosnie ou Pérou? Lequel de ces pays n'a jamais accueilli de Coupe du Monde? Pérou, je dirais. C'est Pérou, c'est la victoire pour Sylvain. Il y a eu des Coupes du Monde en Bosnie et en Nouvelle-Zélande. Je ne savais pas, mais je l'ai appris l'autre jour. Et puis un Merci. petit scoop, il y aura peut-être une Coupe du Monde en Amérique du Sud ces prochaines saisons. C'est ce que laisse En entendre en tout cas le nouveau président de la FIS. Chili ou Argentine? On ne sait pas encore. Il a parlé de l'Amérique du Sud en tout cas. Ça fait bien plaisir. Merci Oui. les amis, c'était sympa. Et puis on se retrouve tout bientôt. Kitzbühel, Schladming et les Jeux. Bonne journée. Yes. Merci, À à bientôt. plus. Ciao, ciao.